Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins. Nous nous retrouvons pour notre point info du jour. Il y a une nouvelle terminologie qui est entrée en vigueur. La Maison-Blanche a ordonné que le terme « étranger illégal » soit modifié. Les agents des douanes et des frontières doivent maintenant utiliser le terme de « non-citoyen » ou « migrant » à la place. Les hauts responsables de l'ICE et du CBP ont tous reçu les mémos. Troy Miller, chef de l'intérim du CBP, déclare dans un mémo « En tant que première agence d'application de la loi de la nation, nous donnons le ton et l'exemple à notre pays et à nos partenaires dans le monde entier. » Ajoutant, je cite, « Nous appliquons les lois de notre pays tout en préservant la dignité de chaque individu avec lequel nous interagissons. Les mots que nous utilisons sont importants et serviront à conférer davantage de dignité à ceux qui sont sous notre garde. » Fin de citation. C'est en fait une partie de l'effort de l'administration actuelle pour renverser les politiques de l'ère Trump. Dès le premier jour de son mandat, M. Biden a envoyé au Congrès le 20 janvier un projet de loi sur la citoyenneté proposant de supprimer le terme « étranger » des lois fédérales sur l'immigration. Les défenseurs de l'immigration affirment que le terme « immigrant illégal » est déshumanisant, tandis que « étranger illégal » évoque des images d'ovnis et d'extraterrestres. Les critiques, quant à elles, affirment que le terme « sans-papier » n'exprime pas correctement le fait que ces personnes ont en fait franchi la frontière et restent illégalement aux États-Unis. Et à propos de terminologie, la Maison-Blanche revient sur les commentaires de Biden qui avait qualifié la situation à la frontière de crise. Au cours du week-end, l'administration Biden a longtemps fait de gros efforts pour éviter cette terminologie. Maintenant, la Maison-Blanche précise qu'il n'y a pas de changement de position et elle affirme que Biden faisait en fait référence à la situation dans les pays d'origine des migrants. Je cite, « Le président ne pense pas que les enfants qui viennent à notre frontière pour chercher un refuge contre la violence, les difficultés économiques et d'autres circonstances désastreuses constitue une crise. Il pense que la crise en Amérique centrale, les circonstances terribles que beaucoup fuient, elle est une situation à laquelle nous devons consacrer notre temps et nos efforts. » Fin de citation. M. Biden a fait ce commentaire samedi alors qu'il parlait de la décision de son administration de relever le plafond des réfugiés. Et ce n'est pas la première fois que la Maison-Blanche fait marche arrière après avoir qualifié la situation à la frontière de crise. La secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, est revenue aussi sur ses commentaires lorsqu'elle avait accidentellement parlé de crise il n'y a pas si longtemps. Et en ce qui concerne la Maison-Blanche, M. Biden se heurte toujours à des réticences pour obtenir un soutien bipartisan en faveur du plan d'infrastructure à 2000 milliards de dollars. Il a rencontré un groupe bipartisan de 10 membres du Congrès lundi. Jusqu'à présent, aucun sénateur républicain ne l'a approuvé. Biden a besoin de 10 sénateurs républicains pour passer outre une obstruction. Le chef de la minorité du Sénat, Mitch McConnell, a déjà qualifié le projet de cheval de Troie pour augmenter les impôts, la dette et les dépenses. Le chef des sénateurs républicains, John Thune, déclare à Fox News que seule une petite partie de la proposition de M. Biden est destinée aux infrastructures. Il affirme que les républicains soutiendront les projets de construction tels que les routes et les ponts. Les démocrates peuvent essayer de faire passer un projet de loi sans les républicains en utilisant le processus budgétaire du Sénat. Ils ont besoin des 50 démocrates pour le faire. Pour le moment, le sénateur démocrate Joe Manchin s'y oppose. Il affirme que les dépenses doivent être payées. Le plan de Biden prévoit d'augmenter l'impôt sur les sociétés de 21 à 28%. M. Manchin dit qu'il n'est pas favorable à cette mesure, ce qui signifie que M. Biden devra peut-être modifier son plan pour obtenir le soutien nécessaire de M. Manchin ou des républicains. Et le projet bipartisan de Biden se complique encore plus. Les républicains prévoient de présenter leur propre plan d'infrastructure. La sénatrice de Virginie-Occidentale, Shelley Moore-Capito, est à la tête d'une campagne visant à réduire de plus de moitié l'enveloppe en proposant une facture comprise entre 600 et 800 milliards de dollars. Les républicains ont tenu une conférence de presse jeudi dernier pour exposer leurs griefs contre le plan. Le sénateur républicain John Barrasso a déclaré, je cite, « Les Américains veulent des routes sûres », ajoutant « Ils ne veulent pas d'embouteillage. C'est pourquoi les routes et les ponts sont ce à quoi les gens pensent lorsqu'ils parlent d'infrastructure. Mais ce n'est pas ce dont parle le président. » Fin de citation.
Et Tommy Tuberville, sénateur républicain de l'Alabama, a écrit, je cite, « L'infrastructure devrait être une question bipartisane, mais l'administration Biden a rempli sa proposition d'infrastructure de priorité partisane sans rapport avec le sujet, ajoutant « Ayons un plan axé sur la reconstruction des routes et des ponts et non sur le Green New Deal ». Fin de citation. Et alors que les républicains travaillent sur un projet de loi visant à réduire la facture, l'aile d'extrême gauche du parti de Biden a introduit un projet de loi visant à étendre son plan. Le chef de la majorité du Sénat, Chuck Schumer, et d'autres démocrates new-yorkais affirment que les 40 milliards de dollars prévus par Biden pour le logement public dans le plan ne sont pas suffisants et ils veulent les doubler. La représentante Alexandria Ocasio-Cortez et le sénateur Bernie Sanders viennent de dévoiler le Green New Deal for Public Housing Act. Elle permettrait de dépenser 100 milliards au cours de la prochaine décennie pour des projets de logement. Cela pourrait rendre la conclusion d'un accord encore plus difficile car le Congrès a maintenant plus de facteurs à prendre en compte. Les démocrates envisagent de scinder le plan d'infrastructure de Biden en 2 projets de loi plus petits. L'un viserait les infrastructures traditionnelles et l'autre inclurait des politiques auxquelles les républicains ont résisté, notamment les projets d'aide sociale. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, soutient cette approche et dit qu'elle souhaite que les 2 projets de loi soient adoptés par la Chambre d'ici le mois d'août. Tournons-nous à présent vers les grandes technologies. Il s'y passe beaucoup de choses. Tout d'abord, la nouvelle plateforme de médias sociaux Frank, du PDG de MyPillow, Mike Lidl, a été mise en ligne lundi mais a déjà subi des contre-coups. Les gens n'ont pas pu créer de profil pour interagir sur la plateforme. Lidl suggère que la plateforme fait l'objet de cyberattaques du monde entier. Ces commentaires ont été diffusés en direct comme plan de secours. La plateforme est un mélange de Twitter et de YouTube. Lidl affirme que l'idée centrale de la plateforme est de défendre la liberté d'expression sur la base des principes fondateurs de la vision judéo-chrétienne du monde. Et pendant le live, Lidl a également expliqué comment les États-Unis ont été fondés en tant que république constitutionnelle en accord avec les lois divines. La plateforme accueille la liberté d'expression, mais également des règles. Les blasphèmes et l'utilisation du nom de Dieu en vain ne sont pas autorisés sur la plateforme. Les menaces de mort et la pornographie sont également interdites. Et en parlant de plateforme de libre expression, l'alternative à Twitter Parler revient sur l'Apple Store d'Apple. Apple va autoriser le retour de Parler sur l'Apple Store. Dans une lettre au Congrès, Apple affirme que Parler a proposé des changements pour mieux détecter et modérer les discours de haine et d'incitation. Apple indique que l'application mise à jour devrait être disponible dès que Parler l'aura publiée. Parler dit qu'il prévoit de faire son retour sur l'Apple Store d'Apple la semaine prochaine. Apple a approuvé les modifications de l'application qui permettraient son retour sur les appareils d'Apple. Parler affirme que son retour intervient après des mois de communication et d'échanges entre les 2 entreprises. Et en parlant de plateforme technologique, un autre projet de loi antitrust vise Amazon. Le sénateur Josh Hawley présente un autre projet de loi antitrust visant les grandes entreprises technologiques. Il interdirait à Amazon et Google de gérer une place de marché en ligne et de vendre les biens sur cette place de marché en même temps. Intitulé Best Up Big Tech Act, ce projet de loi interdirait aux entreprises telles qu'Amazon de vendre des produits de la marque Amazon sur le marché d'Amazon où des concurrents font également des affaires. Monsieur Hawley a déclaré dans un tweet que cette pratique permettait à Amazon de détruire ses concurrents. Il a écrit « Aucune entreprise ne devrait pouvoir contrôler le commerce électronique et privilégier ses propres produits sur la même plateforme et contrôler le cloud », ajoutant « Amazon devrait être démantelé ». Amazon a déclaré précédemment qu'Amazon et les autres vendeurs de la plateforme se complètent et créent ensemble une meilleure expérience pour le client. Selon une déclaration du bureau d'Hawley, la loi Bust Up Big Tech Act interdirait également à Amazon de posséder simultanément une grande quantité de services informatiques en cloud que d'autres entreprises utilisent tout en gérant son activité de vente au détail. En effet, Amazon gère Amazon Web Services, qui a suscité la controverse au début de l'année après avoir déplacé Parler tout en continuant à héberger le concurrent Twitter. Hawley n'a pas chômé dans sa lutte contre les grandes entreprises technologiques. La semaine dernière, il a présenté un projet de loi distinct visant également les grandes entreprises technologiques,
intitulé Trust Busting for the 21st Century Act. Il ciblerait d'autres problèmes antitrust liés à la Big Tech. Il interdirait notamment les fusions et acquisitions par des entreprises dont la capitalisation boursière est supérieure à 100 milliards de dollars. Et pour en revenir à Twitter, le fondateur de Project Veritas, Jim O'Keefe, a intenté un procès à Twitter. Il allègue que la plateforme l'a diffamé en prétendant qu'il gérait des faux comptes sur la plateforme. Le 19 avril, il a intenté une action en justice devant la Cour suprême de New York. L'action stipule que la fausse accusation selon laquelle M. O'Keefe gère de faux comptes est particulièrement préjudiciable à M. O'Keefe parce que ce dernier est un journaliste. En tant que tel, sa réputation de transparence et d'exactitude des reportages est fondamentale pour sa profession. Pour rappel, Twitter a banni définitivement O'Keefe le 15 avril sans préavis ni explication. Peu après, le géant des médias sociaux avait diffusé une déclaration aux journalistes accusant O'Keefe de gérer de faux comptes Twitter. L'action en justice fait valoir que Twitter permet régulièrement à des contenus similaires de rester sur la plateforme et que la vidéo du vice-président de Facebook, Guy Rosen, à l'extérieur d'une résidence, n'inclut aucun autre détail sur l'adresse de la résidence et ne mentionne pas l'état où la vidéo a été filmée. L'action en justice fait référence à une vidéo populaire de CNN dans laquelle un journaliste interroge une partisane de Trump devant sa maison sur son appartenance à un groupe Facebook qui aurait été créé par une opération de désinformation russe. La vidéo, qui a été visionnée plus de 2 millions de fois, reste sur la plateforme à ce jour. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.